Grand angle consacré ce soir à la situation au Venezuela. Avec nous pour en parler, Maurice Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, reporter, vous avez été rédacteur en chef au mensuel français Le Monde Diplomatique. Vous êtes aussi écrivain, spécialiste de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et vous écrivez ce livre, Venezuela, chronique d'une déstabilisation. C'est aux éditions Le Temps des Cerises. Alors après Washington, c'est au tour de Juan Guaido, chef de file de l'opposition vénézuélienne, de dénoncer la présence militaire russe au Venezuela. C'est la nouvelle polémique. On va voir les derniers développements de cette affaire avec Anaïs Furtad. Une présence intrigante. Des avions aux couleurs de la Russie sur le tarmac de l'aéroport international de Caracas. À leur bord, 99 militaires et 35 tonnes de matériel. Inacceptable selon le chef de l'opposition vénézuélienne qui accuse la Russie d'ingérence. Le gouvernement du président Nicolás Maduro ne fait pas confiance à l'armée. 100% de l'armée est en faveur de la Constitution et encore une fois en faveur du processus de changement au Venezuela. C'est une nouvelle violation de la Constitution. La nouvelle a donné lieu à une passe d'armes entre Washington et Moscou. Pour le ministre des Affaires étrangères russe, l'envoi de ces militaires a été fait dans le cadre de la loi vénézuélienne pour renforcer la coopération technique et militaire entre les deux pays. De son côté, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a mis en garde Moscou, l'accusant d'exacerber les tensions au Venezuela. Entre les deux dirigeants vénézuéliens, Juan Guaido et Nicolás Maduro, la tension se cristallise autour de la nouvelle panne d'électricité qui a plongé ce lundi les 2 tiers du pays dans le noir. Selon l'opposition, cette coupure de courant serait due à une surcharge de certains transformateurs du réseau. Nicolás Maduro, lui, dénonce une nouvelle attaque terroriste pour déstabiliser son gouvernement. Et une dernière réaction dans cette affaire, la Russie doit partir. Voilà ce qu'a déclaré Donald Trump un peu avant le début de ce journal. Alors c'est un peu galvaudé, Maurice Lemoine, ça fait un peu cliché, mais j'ose vous le demander. Est-ce qu'il n'y a pas un parfum de guerre froide qui s'ouvre aujourd'hui sur Venezuela avec ce bras de fer américano-russe? Tout à fait. On est en train de revenir à la guerre froide, et pas uniquement d'ailleurs avec le Venezuela, parce qu'on retrouve les grands protagonistes de la vie internationale, le Venezuela, la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie. Donc effectivement, on est dans un affrontement international avec une particularité assez bizarre s'agissant du Venezuela, c'est que l'Union européenne, bien qu'elle ait des problèmes avec Donald Trump, suive Trump sur le Venezuela, ce qui est un petit peu incongru. Et sur l'affaire des 2 avions russes, alors d'abord ils se cachent pas beaucoup, puisqu'ils sont sur l'aéroport international de Caracas, mais c'est pas nouveau. Je veux dire, c'est dès l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez, des accords militaires ont été passés avec la Russie. En 2000, hein. Oui, même avant, en 99, et pour une raison très simple, c'est que par exemple à l'époque, l'armée de l'air vénézuélienne avait 2 types d'avions, des Mirage français et des F-16 américains. Et dès l'arrivée au pouvoir de Chavez, les États-Unis ont refusé de pourvoir le Venezuela en pièces de rechange pour les F-16. Et c'est à ce moment-là que Chavez s'est tourné pour la première fois vers la Russie pour acheter des Sukhoi de manière à pouvoir avoir des avions en état de marche. Donc on est un petit peu dans la configuration qu'on a connue avec Cuba, qui a été poussée dans les bras de l'Union soviétique à l'époque par les États-Unis, et on est quasiment dans la même histoire, là. Quel est l'intérêt pour la Russie d'aller soutenir Nicolás Maduro à des milliers de kilomètres de Moscou? Vous l'avez dit, c'est le début de la guerre froide, là. C'est-à-dire qu'il y a des accords. En gros, si vous voulez, vous avez 2 logiques en ce moment. Vous avez la logique de Donald Trump, qui est l'Amérique d'abord, et puis vous avez un certain nombre de pays qui souhaitent, de bonne foi ou non, une vie internationale multilatérale. Donc Cuba, la Chine, tout ça sont alliés au Venezuela. Et dans la mesure où il y a quand même un différend entre les États-Unis et la Russie prend parti pour le Venezuela. Là, on est un petit peu dans le jeu. Les amis de mes amis sont mes amis. Ce qu'on a vu en Syrie d'ailleurs, est-ce qu'on voit hélas tristement en Syrie. Et sachant par ailleurs que la Russie a des intérêts maintenant économiques au Venezuela. Il y a des coopérations économiques, des coopérations militaires. Donc voilà. Alors voilà pour le constat. On a posé les choses d'un point de vue international. Alors ce conflit maintenant, cette crise qui dure au Venezuela depuis des années et qui a pris un nouveau tour ces derniers mois, on va en parler, des coupures d'électricité. Comment se fait-il qu'en termes d'information et médiatiquement, il y ait un blackout, sans faire de mauvais jeu de mots, de ne pas savoir ce qui se passe? Attaque terroriste pour le pouvoir vénézuélien et de l'autre côté, faillite totale du pouvoir en place pour l'opposition vénézuélienne. Que se passe-t-il et comment savoir à quoi sont dues ces vastes coupures d'électricité? Voilà. Alors, le système électrique vénézuélien, il a déjà connu des crises, en particulier en 2010, qui étaient liées à un phénomène climatique qui s'appelle les Niño, dans lequel le principal barrage du pays, il alimente le pays à 75%. Donc vous touchez à ce barrage et vous avez effectivement une catastrophe. À l'époque,
c'était El Niño, le niveau de l'eau était descendu d'1 mètre, il y avait eu des pénuries. Chavez avait décidé d'installer des générateurs électriques. Ça a donné lieu à des affaires de corruption, c'est-à-dire que la gestion du chavisme n'a pas été optimale. Cela étant, jamais on a eu une crise comme celle qu'on a connue ces jours derniers, et si vous me demandez mon opinion, il y a 9 chances sur 10 pour que ça soit un sabotage, une cyberattaque, comme le prétend le gouvernement. Je dis 9 sur 10 parce que pour le moment, évidemment, on n'a pas l'absolue certitude. Le gouvernement vénézuélien a annoncé qu'il allait demander une commission d'enquête à la Russie, à la Chine, à l'Iran, qui ont de l'expérience dans ce genre de choses, et à l'ONU, évidemment, ce qui est extrêmement important. Quels sont les indices qui me permettent de dire qu'il y a 9 chances sur 10? C'est que, par exemple, 10 minutes après le début de ce qu'on appelle l'apagone, de la grande crise d'électricité, où tout s'éteint, vous avez, depuis la Floride, le sénateur républicain Marco Rubio, qui est un opposant furibond à Caracas, qui annonce par tweet l'obscurité totale au Venezuela, les générateurs de secours n'ont pas fonctionné. Alors même que le gouvernement vénézuélien n'était pas encore en courant et que les techniciens vénézuéliens ne savaient pas encore ce qui s'était passé. Donc voilà, ça fait partie des choses qui laissent à penser qu'il n'y a pas forcément que des négligences vénézuéliennes dans l'affaire. Et on y vient donc pour vous, chronique d'une déstabilisation qui viendrait des États-Unis. Quelle est cette déstabilisation? Quand commence-t-elle d'abord? Est-ce qu'elle commence sous Hugo Chavez, artisan de la révolution chaviste, bolivarienne, ou à l'arrivée au pouvoir de Nicolás Maduro? Souvenez-vous, le 11 avril 2002, tentative de coup d'État contre Chavez. On a pendant 3 jours, Chavez est séquestré. C'est sous George Bush. Et puis le coup d'État va échouer. Et l'offensive va reprendre avec une très très grande force lorsque, après la mort de Chavez, Nicolás Maduro est élu président, dans la mesure où et les États-Unis et les secteurs radicaux de l'opposition, parce que je ne mets pas dans le même sac toute l'opposition vénézuélienne, il y a des gens parfaitement respectables dans cette opposition, mais il y a des secteurs radicaux, et y compris des secteurs d'extrême droite, et malheureusement ce sont eux qui ont pris le dessus, et qui donc partent du principe que Maduro n'étant pas Chavez et n'ayant pas cette espèce de puissance et de charisme, ils vont pouvoir en terminer avec lui. Et donc, effectivement, on a depuis 2013... venant de Washington, ce qu'on peut appeler une guerre non conventionnelle contre le Venezuela, qui rappelle beaucoup ce qui s'est passé au Chili. Par exemple, la catastrophe économique au Venezuela, il y a une catastrophe économique en ce moment. Rappelez-vous ce qui s'est passé, c'est peut-être pas votre génération, mais rappelez-vous ce qui s'est passé à l'époque lorsque Richard Nixon donne l'ordre à Henry Kissinger, son secrétaire d'État, de faire crier l'économie chilienne. Ouais. Avec les Chicago Boys, c'est ça. Donc le but, c'est... Avant même. Ce qui dérange, c'est donc le modèle économique. C'est d'organiser, si vous voulez, un chaos tel dans la vie quotidienne, avec les pénuries en particulier, les fameuses pénuries, que la population se retourne contre le gouvernement. C'est ce qui est recherché au Venezuela. C'est-à-dire que vous avez des pénuries qui sont des pénuries... Il y a des problèmes, évidemment, depuis que les prix du pétrole ont baissé. Donc effectivement, ça a mis le gouvernement en difficulté. Le gouvernement, par ailleurs, fait des erreurs. Mais les pénuries dont on parle, la crise humanitaire, c'est en réalité une pénurie qui est organisée à partir de la mise hors circuit des produits de première nécessité. Alors vous parlez d'un coup d'État à mèche lente. À mèche lente, on voit très bien l'image. On imagine que ça avance, ça avance, ça avance. Quelques mots sur cet homme qui incarne l'opposition vénézuélienne. Il est quand même populaire, il a du succès, il a du charisme, Juan Guaidó, quoi qu'on en dise. Pourquoi a-t-il émergé de la sorte, outre la déstabilisation américaine? Ça lui est tombé dessus, en réalité. Mais il y a 6 mois, ni vous, ni moi, ni les Vénézuéliens ne connaissaient Juan Guaidó. Bon, il était député à l'Assemblée nationale, il a été élu avec 90 000 voix. Et puis, il se trouve que l'opposition, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, a décidé que tous les ans, par rotation, les 4 principaux partis, ce qu'on appelle le G4, prendraient la présidence de l'Assemblée nationale par rotation. Et donc, cette année, ça tombe sur lui. Et il se trouve que l'offensive est déclenchée pour refuser l'élection présidentielle de Nicolás Maduro. Et donc, c'est lui qui va assumer le rôle. On saura, l'histoire nous dira s'il est allé de gaieté de cœur ou s'il a subi une terrible pression, à la fois de ses amis et de Washington. Il a rencontré le gouvernement de Maduro avant de se lancer dans cette aventure. Et il a dit, ça on le sait, c'est public, qu'il avait sur lui une énorme pression pour se lancer dans l'offensive contre Maduro. Alors, Maurice Lemoine, alors ne tombons pas dans le piège. Tout à l'heure, on parlait de la dictature des identités avec notre invité en première partie. Quand on voit les images, peu le souligne, mais on a le sentiment qu'il y a une différence, un contraste entre les manifestants qui soutiennent Juan Guaidó et les manifestants qui soutiennent Nicolás Maduro. À savoir qu'il y a une population qui est beaucoup plus métissée du côté du pouvoir et une population beaucoup plus blanche, entre guillemets, de l'autre côté. Est-ce anecdotique selon vous? Non, vous avez fait le constat qui s'impose à tous depuis très très longtemps. Je veux dire, en gros, l'opposition, si vous voulez, représente les classes moyennes supérieures, les classes moyennes, et puis les appuis qui demeurent à Nicolás Maduro, qui fait
qu'il a été élu, c'est les secteurs populaires, et effectivement, qui sont beaucoup plus noirs, devenant d'Indiens. Chavez lui-même avait du sang indigène, du sang noir, et c'est aussi une des choses qui a permis sa popularité auprès de la population. Jusque-là, l'armée vénézuélienne reste fidèle à la Constitution et donc au président Nicolás Maduro. Que peut-il se passer si elle bascule? Est-ce que ce pays d'Amérique du Sud est menacé par la guerre civile? Alors, jusqu'à présent, si vous voulez, ça fait des mois et des mois que aussi bien Washington que l'opposition cherchent un Pinochet. Ils n'arrivent pas à le trouver. Parce que l'armée vénézuélienne est une armée un peu particulière en Amérique latine, même y compris les officiers supérieurs sont d'extraction populaire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'oligarchie, pour aller très vite, n'a jamais envoyé ses enfants à l'académie militaire. Donc elle est en plus fidèle à Chavez qui sortait de ses rangs. Donc voilà, on n'arrive pas à trouver. En imaginant même que demain, un carteron de généraux félons, pour reprendre une expression qui a été connue chez nous, bascule. Pour autant, ça ne veut pas dire que Maduro tomberait, parce que... alors je vais essayer d'être bref, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Souvenez-vous, il y a eu des grands débats au sein des gauches latino-américaines européennes après la chute de Jacobo Arbenz au Guatemala en 1954 ou de Salvador Allende en 1973 au Chili. Sur mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas armé le peuple? Or, au Venezuela, Chavez a armé le peuple. Il y a des milices. Alors, c'est pas des milices, c'est la milicia bolivariana. C'est pas les milices qu'on pourrait comparer avec les milices à l'époque des nazis chez nous. Mais c'est déjà armé. C'est dans l'histoire du Venezuela, Bolivar a participé des milices. Et vous avez 1,5 million Vénézuéliens, volontairement, qui vont régulièrement s'entraîner, un peu comme nos réservistes, pour défendre la patrie. Et eux sont profondément, viscéralement chavistes. Donc il y a un risque de guerre civile. Et donc il y a un risque de guerre civile, bien sûr. Merci beaucoup Maurice Lemoine. Venezuela, chronique d'une déstabilisation aux éditions Le Temps des Cerises. Merci d'avoir répondu à nos questions.